Heureuse de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, le titre de votre journal. Invité par le président Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, est attendu dans les prochaines heures à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Félix Tshisekedi prendra part au colloque sur le 80 ans de la création de la France libre par le général de Gaulle. L'opposant français et fondateur du mouvement La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, est arrivé ce mardi 24 octobre à Kinshasa. Outre son tête-à-tête avec le président Tshisekedi, plusieurs rencontres sont prévues, notamment avec la présentation congolaise à l'Assemblée nationale et avec les étudiants de l'université de Kinshasa, dans le cadre d'une conférence qui présentera son ouvrage intitulé « Faites mieux vers la révolution citoyenne ». Les travaux de construction des infrastructures modernes au poste frontalier de la petite barrière de Goma ont été lancés mardi au cours d'une cérémonie officielle en présence des partenaires. Le ministre d'État Alexis Guizarro a saisi l'occasion pour rappeler tous les intervenants au respect du décret fixant à 4 le nombre de services et organismes publics habilités à exercer aux frontières de la RDC, à savoir la DGDA, l'OCC, la DGM et le service d'hygiène publique. Une fois de plus, bonsoir. Comme je l'ai annoncé dans le sommaire, le président Félix Antoine Tshisekedi se prépare à participer au sommet de 3 bassins à Brazzaville en République du Congo qui débutera du 26 au 28 octobre 2023. Cet événement majeur vise à atteindre plusieurs objectifs stratégiques et l'objectif ultime est de faire entendre la voix des 6 nations sur des questions cruciales à l'échelle internationale. Les détails dans cet élément. C'était au cours de la réunion du Conseil des ministres présidée le vendredi 20 octobre dernier par le président de la République, Félix Tshisekedi, que les invitations de ces sommets ont été consignées par les présidents Sassou et Félix Tshisekedi. Un enjeu clé est la définition et l'adoption des grandes lignes d'un schéma de gouvernance mondiale. Cela se fera via un accord de coopération entre les 3 bassins et la formation d'une alliance mondiale. Cette structure a pour but de coordonner les actions et les politiques visant à préserver l'environnement et à lutter contre les défis climatiques à l'échelle mondiale. Les participants signeront au cours de ces sommets des conventions de financement avec les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux ainsi qu'avec la philanthropie mondiale et pourront développer des mécanismes financiers avec les secteurs privés, notamment avec la création d'un marché carbone souverain pour assurer un financement pérenne des 3 bassins. La participation de la RDC à ces sommets offrira l'occasion de soulever un certain nombre de préoccupations, a fait savoir Eve Bazaïba, la ministre de l'Environnement et du Développement durable lors de la réunion du Conseil des ministres. Processus électoral à présent, la Haute Cour a jusqu'au dimanche 29 octobre 2023 pour statuer et examiner la validation et la liste définitive de candidats pour la présidentielle du 20 décembre 2023. En attendant ces délais, on assiste à des plaintes pour usage de faux, nationalité douteuse et des noms de certains candidats à la course au pouvoir, pendant que la population ainsi que d'autres organisations exhortent la Cour constitutionnelle à maintenir le caractère inclusif des élections. Commentaire de Ronta Luyela. Après les publications successives de listes provisoires des candidats à l'élection présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante CENI, tout le regard se tourne désormais vers la Cour constitutionnelle pour l'examen, la validation et la publication des listes définitives. Pour sa part, la mission d'observation électorale formée par la Conférence épiscopale nationale indépendante CENCO et l'Église du Christ au Congo ECC, connue sous le nom des MOE CENCO ECC, exprimer ses préoccupations concernant les processus électoraux en cours.
Elle a reconnu les efforts entrepris par la CENI pour garantir l'inclusivité des candidats aux prochaines élections, exhortant la Cour constitutionnelle à maintenir cette inclusivité et égalité des chances pour tous les citoyens éligibles. À ce stade, les délais de dépôt de recours contre les candidatures à la présidentielle devant la Cour constitutionnelle a expiré, fixé du 20 au 22 octobre. Cependant, la Cour n'a pas encore publié la liste de litiges qu'elle a reçus. Ce que l'on sait à ce niveau, c'est que Seth Kikouni a remis en question la candidature de Félix Tshisekedi en raison des différences de son prénom, comparant le dossier de 2018 à celui de 2023. Moïse Katumbi fait face à une requête liée à ses rapports de travail avec un ancien employé, ainsi qu'à une autre requête concernant sa nationalité présumée non congolaise au moment de l'obtention de son certificat de nationalité par le candidat Noël Tchani. Mwadian Vita. Il y a également Matata Pogno qui est actuellement jugé devant la Cour constitutionnelle pour des accusations de détournement des fonds. La Haute Cour a maintenant jusqu'au 29 octobre pour traiter ces litiges et on attend la publication de la liste complète des contentieux soumis à son examen. La radio-télévision nationale congolaise va s'ouvrir à tous les candidats engagés aux élections de décembre prochain. C'est la directrice générale Sylvie Elingue Niembo qui l'a affirmé le lundi 23 octobre 2023 au terme d'une séance de travail avec le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, Christian Bossembe. Suivez. Déjà à notre niveau pour que dans nos différentes émissions, nous puissions accorder déjà la parole à tous les Congolais, et pas seulement les candidats, mais attendre également la période électorale pour ouvrir nos émissions à tous ceux qui le souhaiteraient. Donc nous respectons tant bien que mal, parce que bon, il y a toujours des dérapages qu'on peut constater, mais sinon, dans l'ensemble, à 95%, la télévision nationale suit les recommandations du CESAC. Il était très important de rencontrer la direction de la RTNC. Vous le savez, la RTNC, c'est notre patrimoine national, c'est la chaîne de tout le monde, c'est la chaîne du contribuable, comme on dit, et qu'il fallait qu'on se rassure de non seulement que la RTNC va s'ouvrir, parce qu'elle est déjà dans une dynamique d'ouverture pour accorder la parole à tout le monde, pour finalement sacraliser la liberté de l'expression. Et j'ai aimé l'esprit coopératif de la direction, j'ai beaucoup apprécié leur élégance, leur courtoisie et surtout leur volonté de bien faire les choses. Et nous allons donc mettre en place dans les jours qui suivent, on va pas dire un comité, mais on va dire une équipe de travail pour mettre en place des bons mécanismes pour savoir comment faire pour donner à la population non seulement la bonne information, mais une information équitable. Et on l'avait dit déjà à l'entrée ici que les Congolais auront le droit de parler, le droit à la parole à la RTNC. Et on a dit à tous les candidats présidents, à tous les candidats députés nationaux, de ne pas accuser à tort la RTNC, de les approcher la direction, afin de voir comment organiser certaines séances de travail pour finalement vulgariser la liberté de l'expression, pour montrer à suffisance que la RTNC est ouverte. Et je suis aussi content, très heureux, parce que toutes les directives que nous prenons, la RTNC respecte ça. La campagne précoce, vous avez vu à un certain moment, on avait cru que la RTNC avait commencé. Maintenant que la RTNC nous donne tous les gages possibles, toutes les garanties qu'elle va respecter d'abord ça. Et donc attendons, parce que nous allons vers les élections et que les opposants ont besoin de parler, toutes les forces vives de la République parleront, et que ce soit le candidat au pouvoir ou de la majorité, ou de l'opposition. Donc nous travaillons sur base de ça. Rendons-nous à présent à l'Assemblée provinciale. Privés de leurs émoluments depuis 4 ans, les députés provinciaux de Kinshasa sollicitent l'arbitrage du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, pour mettre fin au conflit qui les oppose au bureau de cet organe délibérant. C'est au cours d'une audience que leur a accordé le speaker de la Chambre basse du Parlement. Josny Massiala nous en dit plus. Privés de leurs émoluments depuis 4 ans, les députés provinciaux ont rencontré le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, étant aussi membre du présidium de l'Union sacrée,
afin de solliciter son arbitrage dans les conflits qui les opposent avec le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Au cours de ces échanges, les élus provinciaux ont dénoncé les détournements pendant 4 ans de leurs émoluments par le bureau de l'Assemblée provinciale. Ils ont par la même occasion fait les plaidoyers pour la reprise des séances plénières au sein de l'édifice parlementaire provincial de Kinshasa. Selon le porte-parole des députés provinciaux, le conflit qui règne au sein de l'Assemblée provinciale est lié à la mauvaise gestion. La majorité des députés ont levé l'option de voter la résolution de mise en accusation de l'ordonnateur principal, le président de cet organe délibérant Godempoy, et l'ordonnateur délégué qui est l'ancien questeur Papi Epien. L'affaire a été portée en justice pour la déchéance alors qu'il n'y avait pas encore motion de déchéance, plutôt une mise en accusation. Curieusement, 8 jours après, la justice rend son arrêt annulant la décision de déchéance de ces 2 membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Selon le député provincial, la résolution n'existe pas encore, mais leur mise en accusation demeure. Bon, tous les Kinois, il n'y a personne qui ignore ce qui se passe à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Malgré tout, que les gens donnent l'impression que c'est un conflit entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial, ce qui est faux. C'est un problème qui concerne les députés, c'est un problème entre les députés et les bureaux. C'est un problème de gestion, c'est pourquoi la majorité des députés avait pris l'option de voter la résolution pour la mise en accusation de l'ordonnateur principal, qui est l'ancien président Godempoy, et l'ordonnateur délégué, qui est l'ancien questeur Epian. Alors, les dossiers, ils sont allés en justice et pour la déchéance, pendant que nous n'avons pas, il n'y avait pas une motion sur la déchéance. C'était sur la mise en accusation. Curieusement, la justice nous dira après 8 jours. On va nous répondre. Le même jour, il y a un arrêt qui sort annulant la décision de déchéance de ces 2 membres de l'Assemblée provinciale. Donc pour nous, la résolution, une décision qui n'existe pas, pour nous la résolution sur leur mise en accusation demeure. Nous avons vu le VPM qui a écrit suspendant les activités de l'Assemblée provinciale pendant la session budgétaire. Donc on ne peut pas comprendre les tenants et les aboutissants de cette décision-là. Alors nous sommes rendus compte que à la justice ça ne tient pas. Maintenant nous devons voir les hauts dignitaires, les hauts responsables de ces pays. C'est pourquoi nous sommes venus en premier voir le président de l'Assemblée nationale, qui est aussi membre du présidium de l'Union sacrée, d'autant plus que tous les députés ici de la ville de Kinshasa sont dans l'Union sacrée. Ce que nous attendons du président de l'Assemblée nationale, le sage qu'il est, l'ouverture de la plénière, et puis qu'on arrive à trouver la solution aux problèmes qui se posent. Parce que si nous ne faisons pas attention, les députés risquent d'être indexés. Alors si aujourd'hui nous sommes indexés, cela va compromettre aussi notre électorat, qui est aussi l'électorat du chef de l'État. Alors c'est pourquoi nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale en 2 qualités, en tant que président de l'Assemblée nationale et membre du présidium de l'Union sacrée. En tant que père de famille, il nous a rassurés. Il nous a rassurés parce que ce que nous reprochons aux membres du bureau, c'est le détournement de l'argent des députés. Je dis bien détournement de l'argent des députés. Et le président nous a rassuré que la solution sera trouvée. Alors, comme il nous a reçus, il a plénière, nous avons laissé nos coordonnées et il a parti maintenant au bureau de nous appeler dans un bref délai pour trouver la solution à ces problèmes. Ainsi, l'espoir de trouver une suite favorable à cette crise qui règne au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est vivement attendu. Parlons infrastructure à présent, le gouvernement congolais, par le truchement de son ministre d'État et des infrastructures et travaux publics, Alexis Zaro, a lancé le mardi 24 octobre 2023 les travaux de construction de la poste frontalière de la petite barrière à Goma au Nord Kivu, frontalier avec Rubavu. Financé par la Banque mondiale, estimé à 7 226 995 $, ces travaux seront exécutés sur une durée de 9 mois. Regardez. Financé par la Banque mondiale à travers l'Agence internationale de développement IDA, avec comme finalité la facilitation du commerce transfrontalier dans la région des Grands Lacs, en plus du renforcement de la gestion des frontières. Au niveau du poste frontalier de la petite barrière de Goma,
Il est prévu la construction dans un délai de 9 mois des bâtiments administratifs modernes devant abriter les établissements, services et organismes publics œuvrant aux frontières, 2 entrepôts et chambres froides à l'importation et à l'exportation, un espace chauffeur, un bloc technique comprenant une cabine électrique, un groupe électrogène et un dépôt, une citerne à eau de 50 mètres cubes, une cabine électrique, basse tension, une zone de parking de voyageurs migrants au départ et à l'arrivée, un pont bascule, un point de contrôle, des scannages de véhicules et petites marchandises, un dispensaire et d'autres dépenses. Estimés à 7 226 millions de dollars, ces travaux seront exécutés sur une durée de 9 mois. Ces infrastructures transfrontalières auront également une incidence positive sur l'amélioration de la capture des recettes de l'État au niveau de la petite barrière. Le ministre des Infrastructures, Alexis Zigaro, a saisi l'occasion pour appeler tous les intervenants au respect du décret fixant à 4 le nombre de services et organismes publics habilités à exercer aux frontières de la RDC, à savoir la 2GDA, l'OCC, la 2GM et le service du jeune public. En tant qu'utilisateurs et opérateurs au niveau des postes frontaliers, nous inscrire pour une meilleure organisation des relations économiques transfrontalières de manière à contribuer efficacement à la croissance économique et de créer ainsi de meilleures conditions de développement socio-économique pour le bien-être de nos populations, tel que voulu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Pour le directeur pays de la Banque mondiale en RDC, Albert Zefak, l'érection des infrastructures transfrontalières à la petite barrière de Goma constitue une suite aux premiers résultats enregistrés dans les localités telles que Ruzizi Premier, où les postes frontaliers des nouvelles générations érigés ont laissé entrevoir un avenir radieux pour des commerçants transfrontaliers qui fréquentent la petite barrière, et a exhorté les équipes de l'unité de coordination à assurer un suivi rigoureux des travaux exécutés par la Société Générale Congolaise pour que, avant le 30 juin 2024, ces nouvelles installations soient inaugurées. En raison du volume important des échanges qui s'effectuent à travers cette barrière, vous comprendrez l'importance que nous y accordons à la Banque mondiale. En 2022, la valeur des marchandises qui ont transité à ce poste plus d'un demi-milliard de dollars américains. Ce nouveau poste de frontière dont nous posons la première pierre aujourd'hui regroupera sur une même plateforme les administrations de gestion des frontières. Cette disposition vise à améliorer la transparence de la gestion des frontières, la fluidité des opérations, de réduire la fraude et la contrebande. Dans le reste de l'actualité, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, séjourne depuis le mardi 24 août à Kinshasa, accompagné d'une délégation parlementaire française. Son voyage en République démocratique du Congo est lié à la sortie de son livre intitulé « Faites mieux vers la révolution citoyenne ». L'arrivée de Mélenchon à Kinshasa a été marquée par des propos dans lesquels il a appelé à l'humilité des Européens face au dynamisme du continent africain. Les détails dans cet élément. D'abord, la première chose que je veux vous dire, c'est à quel point je suis heureux d'être ici. Je pense que je vais apprendre beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et les Européens qui ont souvent l'habitude de donner des conseils aux autres, ici doivent faire preuve d'un peu d'humilité devant un monde aussi neuf, en dynamique. Tandis que nous, la vieille Europe, souvent, nous sommes un peu plus lents à comprendre et à décider. Je voulais vous le dire parce que c'est un sentiment que l'on ressent physiquement quand on arrive quelque part. Je suis invité de l'université de Kinshasa pour présenter le livre « Faites mieux ». Je suis venu, on n'allait pas venir ici comme ça. Alors nous sommes venus en délégation, Madame Nadège Amondi, qui est député de la Seine-Saint-Denis, si je dis une bêtise, vous me reprenez. Monsieur Arnaud Le Gall, qui est député, lui, du Val d'Oise, et évidemment Carlos Bilongo, qu'on ne présente plus ici,
qui est un député insoumis bien connu en France comme nous tous. Nous venons en groupe, nous allons travailler en groupe. Ce voyage a été travaillé, préparé longuement. Et bon, moi je vais aller à la rencontre de l'université, je vais aller dans la mangrove parce que j'ai mes propres thèmes, eux feront leur démarche de leur côté. Et puis j'ai l'honneur d'être reçu par les autorités de ce pays. Alors j'en suis extrêmement heureux, très honoré. Et alors on m'a dit, mais comment tu viens là, il y a des élections, est-ce que tu te rends compte, il va y avoir un problème? Quel problème? Il n'y en a pas, je n'ai pas l'intention de me mêler des élections ici, ni d'une quelconque manière de la politique. Je pense qu'on n'a pas besoin de moi pour ça ici, ni de mes camarades. Voilà, donc nous venons plus modestement rencontrer, apprendre, et plus ambitieusement commencer un dialogue avec la société congolaise pour comprendre comment elle sait se déployer. C'est ce qui est sans doute le plus fascinant pour moi. Et l'ancien philosophe que je suis est assez fasciné par cet aspect de votre réalité nationale et du peuple qui vit ici et qui a surmonté tant de difficultés. La République démocratique du Congo, l'un des plus grands producteurs de l'or, veut tirer le meilleur profit de l'exploitation de ces minerais. Les débats ont été lancés le mardi 24 octobre dernier à l'ouverture de travaux de la première journée nationale de l'or en présence de tous les acteurs de ces secteurs. Suivez les détails. La journée nationale de l'or a été célébrée à travers la première édition du Forum Wolo sous le thème « L'or ». Pilier structurant au développement de la République démocratique du Congo. L'ouverture de ces assises, organisées par la Chambre des Mines et le comité d'organisation du Forum Wolo, sous le patronage du ministère des Mines, était ouvert par le vice-ministre des Mines, Godard Motemona. Ce tout premier forum de haut niveau sur l'exploitation de l'or s'inscrit dans le cadre de la redynamisation du secteur minier, plus précisément dans l'exploitation de la filière aurifère. Une opportunité pour les intervenants dans l'exploitation de l'or de réfléchir sur la redynamisation de l'or en RDC pour que cette filière aurifère contribue efficacement au développement du pays. Le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, souligne les efforts de son ministère pour l'accroissement de la production de l'or artisanal en République démocratique du Congo, et ce, pour se conformer à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. L'or apporte de la valeur, mais nous avons estimé qu'il donnait aussi beaucoup plus de valeur à celui qui le possède dans son sous-sol. Nous sommes un pays scandaleusement riche et nous avons l'opportunité de pouvoir faire le tour de tout le tableau de Mendeleev. Donc l'opportunité nous est donnée demain 24 de nous asseoir sur l'or, et c'est vraiment l'opportunité pour nous d'insister, de parler, de raconter l'or à la manière où nous... L'insécurité dans la ville de Kinshasa, nous ne cesserons jamais de le dire. Une dame d'une trentaine d'années, victime de vol et kidnapping, a été sauvée de justesse grâce à la vigilance des habitants du quartier Joli Park sur l'avenue des Oiseaux dans la commune de Ngaliema vers minuit. Les criminels étaient à bord d'une moto munie des machettes. Suivez. Il est minuit, aire de Kinshasa, sur l'avenue des Oiseaux, au quartier Joli Park, dans la commune d'Ngalema, lorsqu'une jeune dame d'une trentaine d'années a failli se faire voler, agresser et kidnapper par un groupe de criminels opérant avec de motos et de machettes. Grâce à la vigilance des habitants du quartier, encore éveillés en ce moment, qu'ils ont réussi à mettre la main sur un de malfrats qui n'a fait que nier son forfait. En croit la victime, elle avait emprunté une moto pour Saint-Luc. Malheureusement, le motard qui la conduisait a remarqué qu'une autre moto le suivait, munie de machettes, voulant lui ravir son sac à main. Heureusement, le secours est arrivé à temps. Congolaises et Congolais, redoublons la vigilance afin de mettre hors d'état de nuire cette bande de criminels qui opèrent dans la ville de Kinshasa, mais aussi et surtout d'éviter de circuler pendant les heures tardives. Où je viens d'assister à un enlèvement.
Terminons avec un mot de sport dans ce journal. L'association sportive Maniema Union de Kindu a battu le mardi 24 octobre 2023 la formation de l'ASV Club de Kinshasa au stade Joseph Kabila de Kindu sur le score des 2-0. Une victoire qui a permis aux unionistes de prendre la tête du championnat avec 21 points. Enoch Kalonji nous signe ce commentaire. Préparation pour le capitaine Maxime Pia. 2 ans après leur dernière confrontation remportée 2-1 par la formation quinoise de l'AS Vita Club, les unionistes de Kindu ont créé la sensation en battant l'ASV Club de Kinshasa pour la première fois de leur histoire et restent leaders du classement du groupe B avec 21 points pour 8 matchs joués. Après leur défaite lors de leur dernière sortie face à l'AS Kouya Sport sur le score d'1-0, il était question de bien négocier cette rencontre considérée comme un classique de la Lina Foot, chose faite par les unionistes. Quant à l'ASV Club qui peine de se relancer depuis sa dernière défaite face à son éternel rival, le Daring Club Motema Pembe, et se place à la 3e position du classement avec 12 points en 7 matchs joués. Sur 8 confrontations fratricides jouées, l'AS Vita Club domine avec 6 victoires, 1 match nul et 1 victoire pour l'AS Maniema Union. Notons qu'aux prochaines sorties, l'AS Club fera face à l'Étoile du Kivu et Maniema Union fera face à l'Olympique Club Renaissance. Cet élément marque la fin de ce journal, mais avant de nous séparer complètement, place au rappel des titres. Invité par le président Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, est attendu dans les prochaines heures à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Félix Tshisekedi prendra part au colloque sur le 80 ans de la création de la France libre par le général de Gaulle. L'opposant français et fondateur du mouvement La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, est arrivé ce mardi 24 octobre à Kinshasa. Outre son tête-à-tête avec le président Tshisekedi, plusieurs rencontres sont prévues, notamment avec la présentation congolaise à l'Assemblée nationale et avec les étudiants de l'université de Kinshasa, dans le cadre d'une conférence qui présentera son ouvrage intitulé « Faites mieux vers la révolution citoyenne ». Les travaux de construction des infrastructures modernes au poste frontalier de la petite barrière de Goma ont été lancés mardi au cours d'une cérémonie officielle en présence des partenaires. Le ministre d'État Alexis Guizarro a saisi l'occasion pour rappeler tous les intervenants au respect du décret fixant à 4 le nombre de services et organismes publics habilités à exercer aux frontières de la RDC, à savoir la DGDA, l'OCC, la DGM et le service d'hygiène publique. Ce journal est complètement terminé. Retrouvez la prochaine grande édition demain à 19h. Quant à moi, je vous dis au revoir et très bonne suite des programmes sur Mondico Télévision. Bonsoir chez vous.